Salut, c'est Guillaume Nicolas. Vous écoutez C'est le moment, le podcast qui fouille notre mémoire sériephile et qui sélectionne les moments qui nous ont marqués. Encore traumatisé par une mort, toujours anéanti par un adieu ou une fin prématurée, se marrer à nouveau d'une blague, en un mot, les moments qui nous ont marqués. Vous savez, quand on en parle, ça donne « Vous vous souvenez ? C'est le moment où... » If the apocalypse comes, beat me. I am the danger. You have to go back, Kate. Winter is coming. Everybody lies. Come at the king, you best not miss. Parfois, un événement majeur vient tout bouleverser. Dans la fiction, on appellerait ça un twist ou un retournement de situation. Ce moment qui défie notre perception, nos prévisions ou notre sens de l'observation. Il y en a des célèbres. La résolution du sixième sens, le We Have to Go Back de Lost, le final du prisonnier, le genre qui retourne le cerveau ou qui vous secoue les neurones jusqu'à ne plus les avoir en place. Dans la vraie vie, on parlerait de marqueurs temporels forts. La chute du mur de Berlin, l'attaque du World Trade Center, la victoire de l'équipe de France contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Avec cette question qui revient souvent, où étiez-vous quand ? Car en effet, la mémoire aime fonctionner par association. On parle de mémoire épisodique et mémoire sémantique, d'effets de contiguïté, ce genre d'études et de théories. Impossible de se souvenir d'une journée spécifique et en détail, surtout s'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais s'il s'accompagne d'un événement qui dépasse le quotidien basique, alors là, d'ailleurs, il peut s'agir autant d'un instant collectif qu'individuel. On va se souvenir du jour où on s'est pété la jambe, mais c'est pas pour autant que le monde a été bouleversé. Et lorsque l'on regarde une série, ça fonctionne de la même manière. Car on ne se souvient pas de l'œuvre dans le moindre détail, surtout si elle est longue, mais on va parfois pouvoir associer un épisode, une séquence, avec un moment de notre vie. C'est pour cette raison que ce podcast existe. Célébrer un moment, cette séquence qui dépasse parfois un peu toutes les autres, et qui l'a rendu mémorable jusqu'à se souvenir de la scène, mais aussi le contexte de sa découverte. Ou à l'inverse, une scène qui a été le reflet d'un événement marquant de notre quotidien et qu'on ne peut dissocier. Regarder une série peut sembler anodin, une pratique que l'on exerce comme on regarderait une vidéo sur YouTube ou TikTok. Un épisode est devenu un contenu, monnaie dans une économie qui cherche notre attention et comment la conserver. Et cette attention est parfois partagée entre plusieurs écrans. Ça a toujours été une lutte pour l'art sériel d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle des smartphones, notifications qui viennent détourner notre regard de ce qui se passe sur l'écran. Avant, c'était d'autres distractions quotidiennes qui venaient déranger notre attention parce que le téléviseur trônait au milieu du salon avec tout ce que ça engendre de possibles perturbations. Parfois, ça peut donner l'impression que l'on est moins investi quand on regarde un épisode par comparaison à la salle de cinéma qui force le regard vers la toile, sauf si on est dérangé par l'incivilité crasse de certaines personnes. Mais quand une séquence se démarque ou qu'une information importante nous est donnée, là, on retourne vite notre attention sur la série et le moment. Et quand la scène évoque un événement majeur en écho à notre monde, ça réduit la distance qui sépare la fiction de la réalité et vient nous rappeler que les séries peuvent être aussi des instantanés qui viennent capturer et figer pour un temps ce qui se passe dans nos vies. Comme cette séquence pré-générique de New Amsterdam. C'est le moment où l'on assiste au pire. Saison 5, épisode 7. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers de New Amsterdam, c'est une série médicale tout ce qu'il y a de plus classique, héritière d'urgence, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Elle se distingue par son personnage principal, Max Goodwin, à la tête de l'hôpital public de New York, le New Amsterdam du titre. Un idéaliste qui tente de ramener la pratique de la médecine à ses bases fondamentales, le soin du patient. La série est politique, évidemment, illustrant la lutte contre les inégalités à l'intérieur du système médical, et pointant du doigt une industrie cherchant davantage le profit que le soin. À ne pas confondre avec la série du même nom avec Nikolai Coster-Waldau, le Jaime Lannister de Game of Thrones, dans laquelle il jouait un flic immortel jusqu'à ce qu'il trouve son unique et véritable amour. Ça a l'air cucu dit comme ça, mais c'était vraiment bien, même si elle n'a duré qu'une saison. Revenons à l'autre New Amsterdam.
Il s'agit donc de l'ouverture de l'épisode. Peu importe la saison, le numéro de l'épisode, ici la séquence se suffit à elle-même. L'information la plus importante est peut-être le jour de sa diffusion, le 1er novembre 2022, même si sur le moment, ça ne nous donnait pas vraiment d'indice. La séquence s'ouvre sur le visage de Max, entre atterrement et tristesse, qui finit par lâcher le smartphone qu'il regardait après avoir porté son attention sur sa fille. Suit Casey et Lauren dans la rue, même sidération et lâchage de café sur le trottoir. Puis Floyd, lui, se demande ce qu'il se passe, alors qu'il croise des gens bouleversés dans la rue. Iggy, désarmé alors qu'il regarde son ordinateur portable, tellement absorbé qu'il ne voit même pas sa fille entrer dans la pièce. Elizabeth, qui court dans la rue, et elle ne donne pas vraiment l'impression d'avoir raté son bus. Et enfin, tous ces personnages se réunissant à l'hôpital devant un écran de télévision, jusqu'à ce contre-champ. À ce stade, on a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. On pense à un attentat, une tuerie de masse, ces tragédies dont on a malheureusement trop souvent été les témoins. Les premiers sons que l'on a entendus étaient des sirènes de police, après tout. Ça pourrait être un accident majeur également, un train qui déraille, un avion qui s'écrase, un carambolage sur une autoroute, mais on n'est pas dans Grey's Anatomy. Un événement capable de produire un impact universel et plonger les habitants de New York, du moins, dans une sorte de sidération et de désespoir. Le contre-champ va bien révéler une chaîne d'informations, avec ce bandeau qui indique l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade. C'est un séisme institutionnel qui frappe les États-Unis et un recul très net des droits fondamentaux des femmes. Pour rappel, l'arrêt Roe versus Wade est une décision historique rendue par la Cour suprême des États-Unis en 1973. Elle a statué que les lois interdisant l'avortement étaient inconstitutionnelles, établissant ainsi le droit des femmes à choisir de se faire avorter sans restriction gouvernementale excessive. La décision s'appuyait sur le droit à la vie privée, protégé par le 14e amendement de la Constitution américaine. Le 24 juin 2022, la Cour suprême a rendu une décision dans l'affaire Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, renversant l'arrêt Roe versus Wade. Cette décision a annulé le précédent de 1973, renvoyant ainsi la question de la réglementation de l'avortement aux États individuels. De nombreux États, principalement dirigés par des républicains, ont rapidement mis en œuvre des interdictions totales ou quasi-totales de l'avortement. Son accès est devenu très inégal à travers le pays, avec des différences marquées entre les États pro-avortement et anti-avortement. Certaines femmes doivent désormais se déplacer sur de longues distances pour accéder à des services d'avortement, ce qui crée des obstacles supplémentaires, notamment financiers et logistiques. On comprend alors la réaction des personnages. La sidération, la colère, la tristesse, le désespoir et cette sensation d'impuissance qui les anime. Alors on pourrait trouver la séquence un peu manipulatrice, en se disant qu'elle semble nous emmener sur une thématique pour finalement faire un virage et nous conduire ailleurs. Ce serait mésestimer les conséquences de cette décision et tout ce qu'elle implique. On célèbre les avancées sociétales à juste titre, il est d'autant plus normal d'être bouleversé face à une régression marquée des droits des femmes. La grammaire de la séquence ne s'y trompe pas, c'est un choc fondamental, le même que l'on pourrait ressentir devant une tragédie. Le genre qui laisse sans voix. Et c'est bien pour cette raison qu'elle ne s'embarrasse d'aucun dialogue. C'est un moment historique qui se déroule sous nos yeux et pas du genre qu'on célébrera plus tard. Et ce moment concerne tout le monde, à toutes les échelles. Ce n'est pas un détail dans l'histoire avec un grand H. Et nous reviennent les images ou les mots de The Handmaid's Tale qui ne nous paraissent plus si dystopiques que ça. L'autrice, Margaret Atwood, avertissait que tout pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir des hommes sur les femmes ou du pouvoir des régimes totalitaires sur les individus, tend à supprimer les voix de ceux qui sont contrôlés. Mais ce qui rend cette séquence aussi marquante repose sur ce qu'il se passe juste après. On va tricher un peu en étirant le moment, débordant un peu de la notion de scène et ce qu'elle circoncie théoriquement. Mais c'est indissociable, en tout cas pour moi. Alors que les différents personnages sont réunis devant cet écran, Karen, la présidente du conseil d'administration de l'hôpital, arrive et demande à tout le monde de retourner à leur poste. Karen, c'est ce personnage que l'on n'aime pas trop, mais que l'on ne peut pas détester parce qu'elle incarne celle qui doit parfois remettre les pieds sur terre. Il y a les belles idées et leur mise en pratique. Ce n'est pas toujours compatible. Et si elle symbolise un peu ce côté financier de la santé qui aurait tendance à nous braquer, il faut parfois raison garder et se rappeler qu'aux États-Unis, en France aussi un peu, c'est une industrie qui a besoin de profit. Et là, elle débarque donc dans ce rôle pragmatique insensible, sauf qu'elle indique à Max de rester. Et là, de nouveau, tout s'effondre. 2 mots et l'expression de son visage. Do something. So, as in what? Ce ton à la fois déterminé et fragile, ce regard qui supplie autant qu'il laisse entrevoir une colère sourde.
Forcément, ça active nos cordes sensibles, d'autant plus quand il s'agit d'un personnage qui ne laisse que peu paraître ses émotions, ses fractures ou sa vulnérabilité. Là, on voit bien qu'elle est frappée, touchée par cette décision de la Cour suprême et qu'elle est prête à tout accorder pour changer les choses. What if I were to give you all the resources this hospital has to offer, carte blanche? What if the only words to come out of my mouth today were yes, and how much do you want? How can you help? Et il y a cette dernière phrase. How can you help? Comment peux-tu aider? Pas innocente puisqu'elle reprend la célèbre catchphrase de Max, son mantra, son gimmick, How can I help? Il s'agit ainsi de valider toute la démarche du médecin qui cherche à changer le monde, à le rendre meilleur, à combattre les injustices, à aider les plus faibles. Parfois il en fait trop, il est maladroit quand les meilleures intentions ne conduisent pas nécessairement aux résultats les plus justes. On l'a même vu s'abîmer dans le complexe du White Savior. Mais c'est un personnage qui apprend et qui entend ses erreurs et les corrige ou s'excuse. Là, Karen lui donne une mission impossible. Mais c'est aussi tout le propos de la série. Quand bien même la tâche semble trop grande, quand on pense qu'à notre modeste échelle, on ne peut pas changer le monde, que l'individu ne peut rien face à l'immense machine qu'est la vie, il faut essayer, tenter, sans se soucier d'y parvenir ou non. Car ces petits gestes a priori insignifiants à l'échelle de la société peuvent en créer d'autres, et ainsi de suite. Effectivement, un individu seul ne changera pas le monde, mais un individu peut en inspirer d'autres. Cet échange entre Karen et Max complète à merveille la dynamique de la séquence d'ouverture. D'un événement qui touche tout un pays, d'une décision qui bouleverse une société, la série resserre sur ses personnages, sur l'intime, avec la volonté de changer les choses. Une sorte de chant contre chant, de jeu d'échelle avec un sens de l'équilibre qui maintient l'impact émotionnel. On comprend qu'il se passe quelque chose de grave, sans pouvoir l'identifier. Puis, il y a la révélation, sans qu'on mesure encore la déflagration de cette explosion sociétale. Enfin, le désespoir, la tristesse, la colère que cet événement engendre, et la détermination, la lutte, le combat qu'il motive. En quelques minutes, la série capture le flux de l'information et les réactions en passant par des émotions contrastées qu'elle communique aux spectateurs et spectatrices. Un grand moment de télévision, sobre par sa mise en scène, emphatique par l'émoi qu'elle déclenche. C'est le moment où l'on ne veut pas croire ce qu'il vient de se passer. Vous venez d'écouter C'est le moment. Ce podcast est totalement indépendant et autoproduit. Vous pouvez le soutenir via sa page Patreon et le retrouver sur tous les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles dans le texte descriptif de l'épisode. Merci et à suivre!